foncière à relever quelques contraintes qui doivent être nécessairement levées à travers une mission d'audit foncier et l'organisation d'une concertation avec les institutions impactées par ces projets autour du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. La réalisation de la première phase de ce grand projet immobilier pourra créer plus de 500 000 emplois, directs et indirects, et amorcer une relance économique certaine avec des effets induits sur l'économie d'échelle et l'économie circulaire. La sous-traitance en faveur des entreprises locales sera également favorisée. Le Conseil de ministres a pris acte de ces projets d'extension urbaine dont il attend le dossier final pour finalisation. Chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 17e réunion tenue le 27 août 2021. Point 4. Examen et adoption des dossiers. Premier point. Rapport de mission de la délégation gouvernementale dans la province du Kasaï à la suite de la pollution de rivières Chikapa et Kasaï. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a présenté au Conseil le rapport de mission gouvernementale qu'elle a conduit du 26 au 30 août 2021 à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, en vue d'exprimer la solidarité du gouvernement aux populations touchées par cette catastrophe. Parlant des objectifs de cette mission, elle a indiqué que le ministre en charge respectivement du développement rural, de la santé publique, de la pêche et élevage, ainsi que des affaires sociales, devrait en chacun en ce qui le concerne agir selon les attributions pour apporter des solutions urgentes et envisager des solutions durables durant leur séjour dans cette partie du pays. C'est dans ces cadres que les études de l'impact environnemental, de contamination des rivières ont été lancées autant que l'évaluation des conséquences socio-économiques de la situation. Des médicaments ont été apportés aux populations en vue de renforcer la capacité de prise en charge des différentes zones de santé touchées. Il a été constaté que cette catastrophe a touché 4 de 5 territoires de la province du Kasaï, y compris la ville de Chikapa. 968 973 habitants ont été affectés, soit à peu près 161 490 ménages. 4 502 cas de diarrhée ont été enregistrés, dont 12 cas de décès déplorés dans la zone de santé de Banga-Lubaka, en territoire d'Ilebo. Il est également fait état des cas d'éruption cutanée et des maladies génitales. À cela s'ajoute la destruction de la biodiversité aquatique avec de conséquences socio-économiques importantes sur la vie des populations. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a proposé au gouvernement une série de mesures sectorielles visant une intervention urgente et efficiente du gouvernement en faveur de populations affectées. Aussi a-t-elle recommandé à l'État congolais de poursuivre les discussions diplomatiques avec l'Angola, préalable à l'obtention de toute forme de réparation de préjudices subis par les populations touchées suite à la contamination des eaux avec des substances ayant causé mort d'hommes et détruit la biodiversité. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a adopté ces rapports. L'autre dossier abordé durant le Conseil de ministres de ce jour, c'est celui relatif à l'état des lieux des entreprises publiques de l'État. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a soumis au Conseil les rapports des états des lieux des entreprises publiques réalisés avec le concours du comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques COPIREP, sur instruction du président de la République, avec pour objectif d'obtenir des données fiables devant orienter la politique gouvernementale y relative. La synthèse générale des états des lieux des entreprises publiques donne, sur le plan technique et opérationnel, la situation de quasi toutes les entreprises publiques est très préoccupante. Elle s'est traduite entre autres par la vétusté et l'obsolescence de l'outil de production, l'insuffisance des équipements et les besoins élevés en investissement. Il concerne notamment la réhabilitation, les renouvellements et ou la modernisation des infrastructures et des équipements, et ils sont estimés
à une valeur nominale d'environ 8 milliards de dollars américains. Sur les plans financiers, suivant l'analyse par la méthode des ratios, les entreprises publiques sont classées en 3 groupes suivants. Les entreprises relativement saines, les entreprises en difficulté et les entreprises en faillite non déclarée. De manière générale, les entreprises publiques sont presque toutes déficitaires, fortement endettées, avec une prédominance de la dette sociale et des cessations de paiement. Bref, elles sont en grande partie en faillite virtuelle. Sur le plan organisationnel et des ressources humaines, le personnel est pléthorique par rapport au niveau d'activité, vieillissant et non efficient vu le faible taux de leur productivité avec un faible taux d'encadrement. Le personnel est généralement insuffisant tandis que les administratifs sont en surnombre. Sur le plan de la gouvernance, beaucoup d'entreprises n'ont pas mis en œuvre leur charte de bonne gouvernance adoptée par leurs conseils d'administration respectifs, suite de la note circulaire de la lettre qu'il avait signée. À la lumière des états de lieu des entreprises publiques, la ministre d'État, ministre du portefeuille, a formulé plusieurs recommandations au gouvernement, notamment, comme point de départ, la construction d'une vision partagée sur la réforme des entreprises publiques afin d'assurer une volonté politique soutenue et un engagement collectif pour sa mise en œuvre et sa réussite. Le programme d'action 2021-2023, examiné par le membre du gouvernement, est centré sur la restructuration profonde de chacune de ces entreprises en vue d'améliorer leurs performances techniques, opérationnelles, financières et des ressources humaines. Ces processus intègrent également le parachèvement de la réforme conformément au pilier 5 du programme du gouvernement. Après débat et délibération, ces rapports sur l'état des lieux des entreprises publiques a été adopté, moyennant amendement et enrichissement à intégrer sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement. Troisième point sur ces chapitres de dossier. Évaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. Le ministre des Finances a présenté au Conseil la situation de la trésorerie de l'État du mois d'août 2021. En termes de recettes, 891,6 milliards de francs congolais ont été collectés pour la période, soit à peu près 445 millions de dollars américains, ce qui est exceptionnel pour ce mois d'août, un mois qui a toujours enregistré les résultats le plus faible comparativement aux années antérieures. Par rapport aux assignations budgétaires du mois d'août 2021, il s'est dégagé un taux de réalisation de 129%, ce qui est une performance justifiée par la consolidation de la dynamique pour la mobilisation accrue des recettes. Selon les statistiques commentées par le ministre des Finances, la Direction générale des impôts a réalisé 115% sur ses assignations budgétaires, évaluées à 336,8 milliards de francs congolais. La Direction générale de douane et accises a atteint 160% sur ses assignations mensuelles arrêtées à 224,5 milliards de francs congolais et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD a quant à elle fait un taux de réalisation de 145% sur ses assignations de 149,6 milliards de francs congolais. Avant de clore son propos, le ministre des Finances a rassuré le Conseil de la détermination du gouvernement à maintenir le cap de la mobilisation accrue des recettes publiques et de la rationalisation des dépenses de l'État qui exerce une forte pression sur la trésorerie. Après débat et délibération, ce dossier a aussi été adopté. Commencé à 11h33, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h48.